Sylvia, je suis très heureuse de te recevoir et je te remercie d'avoir la gentillesse d'accepter cette invitation. Nous nous sommes rencontrés autour de ton livre, La décision du désir, et tu étais venue au salon un soir et tu as eu le prix Oedipe en 2014. Tu avais été présenté très joliment par Bernard Tauboul, qui d'ailleurs avait fini sa présentation en précisant qu'on pouvait être maintenant rassuré et qu'il y avait de la relève. Voilà, il avait insisté joliment là-dessus. Sylvia, aujourd'hui, je sais que tu as écrit un autre livre, je crois, qui s'appelle Transgression, Bataille et Lacan. Oui. Tu as participé à par des articles dans plusieurs revues. Avec Patrick Landman une fois, avec Gorana Manantis une autre fois, me semble-t-il. Enfin, tu travailles énormément. Ça paraît assez clair. Tu es à la fois théoricienne, mais à la fois clinicienne, puisque tu travailles avec Guy Dana dans un secteur à plein temps. Oui. Donc tu as une pratique aussi... peut-être aussi de la psychose en institution. Donc tu fais beaucoup de choses, tu vas à l'étranger, tu fais des conférences, tu es extrêmement productive. Voilà. Sylvia, alors aujourd'hui, bien évidemment, c'est un petit peu l'objet de mon travail là, c'est de revoir certains auteurs et en se centrant quand même autour de la question de l'écriture de la psychanalyse. Alors pour certains, c'est l'histoire de la psychanalyse et l'écriture. Avec toi, j'ai envie de commencer par te demander un petit peu comment d'abord, d'où tu viens, comment as-tu rencontré la psychanalyse et comment l'écriture à un moment donné s'est imposée pour toi. Oui. Oui, alors c'est l'écriture, en ce qui me concerne, est née dans ma psychanalyse. C'est-à-dire, petite, j'ai jamais écrit. J'ai jamais écrit un poème. J'ai jamais eu un journal intime. J'étais plutôt intéressée par les mathématiques. Mon père était dans ces milieux-là, donc moi j'étais une fille qui était bonne en maths, disons. Et donc l'écriture était un peu problématique quand j'ai commencé mes études en Italie. Et une fois arrivée en France, j'ai repris mes études donc en philosophie, où l'écriture, j'ai vu que tous les examens étaient écrits, donc j'étais très préoccupée, parce que l'écriture était mon problème. Au lycée en Italie, c'était mon problème. J'étais très bonne à l'oral, mais l'écriture était vraiment presque un symptôme. Je ne pouvais pas écrire, je ne savais pas écrire. Donc imagine-toi en France avec des méthodes très strictes, non, avec la méthode de la dissertation du commentaire du texte. Donc c'était une catastrophe. L'idée d'écrire, c'était vraiment mon problème. Et après, donc c'est là que j'ai rencontré ma psychanalyse, en recommençant mes études de philo. Bon, il fallait réorienter un peu ma vie. Donc j'ai commencé une analyse. Et c'est là que j'ai commencé à parler des devoirs, parce qu'en même temps j'étais aussi à Paris 8, je faisais des études de psychanalyse dans les départements de psychanalyse de Jacques Lamiller, où il y avait des travaux écrits à faire. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu quelques idées un peu bizarres. Ce qui a fait que je les ai fait lire à mon analyste, qui est un analyste qui écrit. C'est un des analystes qui écrit le plus. Et là, ça s'est passé quelque chose, il était intéressé, il a dit qu'il était intéressant, et là, j'ai commencé à écrire. Voilà. Avant ce moment-là, j'ai jamais pensé que c'était pas quelque chose que je pensais qu'il aurait eu un rôle si important de ma vie, et aujourd'hui, je dirais même que c'est peut-être la chose la plus importante de ma vie. Voilà. Ah oui. Ouais. Je pense, ça va avec ma clinique, mais l'écriture est venue avant ma clinique, a été parallèle à ma psychanalyse.
Tu te rappelles quand j'avais présenté mon livre, je disais que mon livre était aussi le livre de ma psychanalyse, qui a commencé, voilà, lorsque j'étais en analyse, que c'était l'expérience très importante dans ma vie, et l'écriture est née là-bas, voilà, est née là, et après ça accompagnait toute ma vie, hein. Aujourd'hui, mon surmoi, c'est il faut écrire, voilà, quoi qu'il arrive, mais c'est un surmoi qui n'est pas de l'ordre d'un désir de l'autre, je pense pas, hein. C'est comme je te disais tout à l'heure, il y a une structure de mon existence où le désir s'inscrit là-dedans et il avance. Il n'y a pas aucune obligation. L'écriture n'amène à rien. Il n'y a pas un devoir surmoïque de l'ordre. Ça ne sert à rien finalement écrire. Hein. Ça ne sert pas forcément pour la carrière, ça ne sert pas pour avoir des passions. C'est vraiment quelque chose que pour moi c'est une nécessité, une libre nécessité, comme dirait Spinoza. Voilà, c'est ma libre nécessité. Voilà. Et qui oriente ma pratique. Comme tu sais, j'ai une écriture qui est à la fois théorique, mais aussi j'ai beaucoup écrit sur ma pratique. Mais toujours, quand je reprends par exemple un cas, je pense toujours en faire un article, en partie du livre. Voilà, c'est toujours avec l'idée qu'il va sortir un peu, qu'il sortira quelque part, voilà, qu'il marchera tout seul. Voilà. Oui, oui. Il y a donc deux choses intéressantes que tu dis. Puisque l'écriture semblait être un symptôme quasiment, tu as dit, est-ce que finalement ça te fait entendre ce que c'est que justement passer à l'écriture, de l'oral à l'écrit? Qu'est-ce que c'est ce travail-là, ou ce pas qui fait que il faut écrire, où il y a de l'écriture? Il y a ça qui me semble important. Et dans ce que tu dis aussi, il me semble qu'il y a quelque chose du passage au public, de l'adresse, de la recherche d'une adresse. Et ça, c'est une question que j'aimerais bien qu'on puisse reprendre, parce que c'est une question qui revient, parce qu'il y a beaucoup de livres qui s'écrivent, et on peut se poser la question, pour certains écrits en tout cas, quel est le lieu d'adresse? Parce qu'une écriture, ça ne peut pas être sans adresse, me semble-t-il, même aussi floue soit-elle, aussi inconnue, mais s'il n'y a pas de l'adresse, le lecteur n'entend pas la voix de l'auteur. Bien sûr, hein. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu dirais à la fois de ce symptôme qui a cédé chez toi, qui t'a permis aussi de faire cette expérience, et de la question de l'adresse? Alors, c'est vrai que l'écriture, ça va vraiment tout avec un travail d'accepter ses limites. Moi, je n'écris pas facilement, hein, n'ayant pas eu une grande pratique, c'est, comme je disais, ça ne me vient pas naturellement d'écrire. Je n'écris pas à la main, j'écris qu'à l'ordinateur. J'ai commencé notamment tous les articles, d'abord, les travaux universitaires étaient à l'ordinateur. Hein, et c'est très, très difficile pour moi d'écrire. D'abord, j'écris qu'en français, autre chose, je n'écris pas en italien. Ma langue maternelle, c'est l'italien. Et donc, je n'écris absolument pas en italien, c'est-à-dire quand ça m'arrive souvent, je travaille beaucoup en Italie, surtout dans les dernières années. Je publie beaucoup en Italie aussi, mais c'est toujours des textes qui sont écrits en français et que j'ai traduits après moi-même en italien. D'ailleurs, la décision du désir sera traduite a été traduit en italien, sortira en fin 2016, a été traduit par une autre personne. Voilà, je n'ai pas traduit moi-même. Et c'est ma langue maternelle, hein, il n'y a pas de doute, hein, l'italien. Donc je n'écris pas en italien. Et quand j'ai seulement écrit une fois une conférence en italien directement, sur les réels. Voilà. Sinon, cette année, hein, sinon j'ai jamais écrit un mot en italien. Je ne pense pas que c'est un blocage, c'est une décision, c'est un choix. J'écris en français. Voilà. Ma langue, la langue de ma psychanalyse était le français. Et la langue où j'ai appris la philosophie et la psychanalyse, où j'ai lu, c'est quand même le français. Donc, je veux rester, voilà, c'est mon petit chemin. Je veux rester en français. Hein. Donc, c'est
Ça, c'est la première chose. Et après, cette énorme difficulté, que c'est pas dur en français, c'était ma difficulté à écrire. Hein. C'est pas une écriture qui vient toute seule. Je corrige 2000 fois un texte, j'échange, et avec l'ordinateur, c'est très facile parce qu'on peut les déplacer facilement. Donc, il y a toujours des déplacements. Et il y a ce problème de la pensée, je sais pas, dans cette syntaxe. La syntaxe, ces passages, les points où ça va directement, où il faut qu'il y ait une forme, la syntaxe, la grammaire, c'est les problèmes. Voilà. Tout passe par là, mais c'est dans cette nécessité-là qu'après, il y a toujours des choses auxquelles je n'avais pas pensé. C'est-à-dire, je ne peux pas penser autrement que par l'écrit. Sinon, ça reste vague pour moi. C'est quand c'est écrit, c'est rare que j'ai des thèses à l'avance. C'est pour ça que pour moi, c'était très difficile d'utiliser la méthode française classique en philosophie. Les plans, la thèse. Parce que souvent, j'ai des thèses au départ, mais ce que je trouve à la fin de l'écriture, c'est jamais la même chose. Voilà. C'est vraiment des choses que je n'avais pas pensées quand j'ai commencé. Donc, il y a quelque chose qui se passe là-bas, une sorte d'inattendu. Moi, j'utilise souvent les termes d'improvisation. Hein. D'ailleurs, c'est une revue qu'on a dirigée ensemble avec Frédéric Vinot, qui sortira dans quelques mois, une collection d'articles sur l'improvisation. Et l'improvisation, c'est partir avec des bases très, très solides, en quelque sorte, sans prendre trop de risques, au contraire de ce qu'on pense. Avec l'improvisation, on ne prend pas de risques. Ah bon? Ah non, parce qu'on improvise en fonction de ce qu'on peut. Hein, on a l'essence du lieu, on essaie de voir l'essence où on en est, avec un savoir qui est un savoir très limité par rapport à ce qu'il nous faut dans ces moments-là. C'est ça aussi, le savoir, c'est jamais un savoir infini. C'est pour ça que souvent j'arrive à produire beaucoup, parce que je prends les savoirs qu'il me faut pour ces contextes-là, pour cet espace-là, cette situation-là. Et donc, l'improvisation permet d'aller jusqu'au bout dans un contexte particulier. Et aller jusqu'au bout, ça implique forcément une faille, un point de vide. La structure est toujours trouée quelque part, non? Elle est toujours incomplète, et dans cette incomplétude, c'est là que quelque chose se passe. Voilà. Il n'y a jamais cette idée de l'incomplet, de l'improvisation, de tout, quelque chose qui échappe. Et c'est sur ces points-là qu'il y a quelque chose après avec lesquels je me reconnais souvent, et ça me plaît souvent. Hein, il y a un point d'inconnu. Voilà. Au fond, c'est une expérience, l'écriture, qui te fait découvrir quelque chose que tu penses peut-être quelque part, ou qui tente de s'élaborer et que tu arrives à actualiser. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment... mais j'y tiens que c'est très structuré en même temps. Mon écriture très documentée. C'est pas du tout quelque chose... Vraiment, c'est pas du tout une liberté. C'est très compliqué pour moi de m'y mettre. Voilà, c'est vraiment une sorte de fatigue énorme, mais en même temps, c'est magnifique. Voilà. C'est une expérience. C'est l'expérience de ma vie. Ah oui. C'est l'expérience de ma vie. Mais tu en as fait d'autres peut-être artistiques avant Oui, aussi. Il y a eu l'expérience de la danse qui a été ma vie avant de commencer la psychanalyse et de reprendre mes études en philosophie, en psychanalyse, etc. Il y a eu cette expérience-là, et qu'il y a des points communs, là aussi, une grande rigueur à la base au niveau des fondamentaux, des points à connaître. Là aussi, j'ai beaucoup pratiqué les claquettes, qui est la pratique, aux États-Unis. Quand je vivais aux États-Unis, c'était ma spécialité, c'était les claquettes américaines, hein, donc avec une base musicale. Ah oui, voilà. Oui, je vois. Je vois. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a quelque chose de... Et donc, non. Donc, les claquettes, c'était l'improvisation, donc la base du jazz, et une grande rigueur au niveau de la technique, et toujours ces points d'ouverture où après, on crée des rythmes où on ne sait pas, qu'on n'avait pas pensé au départ, même si au départ, on est toujours assez solide par rapport à ce qu'on sait faire.
Et les points, je pense que ce qui m'est resté, notamment surtout de cette pratique, bon, de la danse en général, c'est quand même une rigueur dans la méthode. Hein, il faut une certaine technique, qui technique de la danse correspond pour moi à la théorie. Hein. Voilà, j'écris à partir d'une théorie, comme je disais, limitée par rapport au sujet que je traite, mais qui existe. Hein. C'est pas du tout une sorte de... J'écris pas ce qui me passe par la tête. Ou, voilà. C'est pas dans l'association libre? Non, c'est pas du tout dans l'association libre. Pas du tout. Hein. C'est vraiment pas de cet ordre-là. Et après, c'est comme je disais, c'est plutôt par rapport des trous. Il y a des trous dans ces savoirs, dans cette structure de base, et à partir de ces points d'incomplétude, c'est là que quelque chose se passe. Et l'autre élément qui m'est resté de la danse, c'est les rythmes. Je fais très attention, c'est un des points, au rythme dans l'écriture. Hein. Je déteste par exemple les phrases longues. J'ai horreur de ça. Bon, d'abord par toutes les limites que j'ai avec la langue française. Ça aussi, c'est encore une autre limite. Hein. Je n'écris pas dans ma langue maternelle, donc j'ai beaucoup de problèmes aussi par rapport à ça, des erreurs qui font partie du parcours. Mais vraiment, j'essaie qu'il y ait un rythme, qu'il y ait une structure rythmique, qui parfois ça varie. Par exemple, dans Transgression, il y avait une sorte de lenteur. C'était une écriture lente, c'était pas une écriture dynamique, c'était une écriture, même si, comme je dis, pas penser avec des phrases longues, ou des choses très complexes, pas forcément de ce côté-là, mais très, très, revenir sur les mêmes phrases. Il y avait une sorte presque d'ennui dans cette lecture. Alors que ennui, hein, comme c'était une sorte de déchirement. Hein. Peut-être c'était aussi l'influence des batailles, de cette magnifique écriture, non, déchirante. Donc ça s'est fait un peu comme ça. C'était une écriture déchirante pour moi. Hein. C'était mon premier livre d'ailleurs. Alors que La décision du désir, je pense qu'il y a une dynamique et une rythmique beaucoup plus joyeuse. Voilà. Si Transgression c'était plutôt Naïma de Coltrane, l'autre ça serait My Favorite Thing. Hein. Ça serait plutôt ça. Hein. La décision du désir, elle a une rythmique beaucoup plus... oui, il y a une dynamique et des changements repentants. Il y a, voilà, et je trouve que c'est une rythmique peut-être plus complexe que la première, mais que, voilà, c'est un autre rythme des livres. Voilà, je pense qu'il se distingue. Il y a du désir, forcément. Voilà. Ça convoquait le désir. Ça convoquait le désir qui a une rythmique beaucoup moins linéaire, je dirais. Il est beaucoup plus complexe. Voilà. Je pense qu'il y a une rythmique beaucoup plus complexe dans la décision du désir. Hein. Ce qui reste aussi, voilà, c'est cette forme, voilà, je reste structuraliste, les contenus et aussi dans la forme. Donc, pour moi, la forme de mon livre en dit beaucoup sur ce que j'essaie d'avancer sur ces sujets-là. Et la même chose par rapport à la transgression, la question du fantasme, la question du désir, de la jouissance, à partir de la lecture des batailles, a tout à fait une autre forme, voilà, qui est contenue. La forme est dans les contenus, c'est ce que disait Lévi-Strauss. Hein, il n'y a pas une distance entre les deux. Donc ça va avec, et pour moi, ça s'écrit avec. En écrivant les rythmes, je suis obligée de modifier aussi ma pensée. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il y a vraiment... Tout se passe dans l'écriture, hein, avec des éléments qui sont propres à l'écriture, que c'est le choix de la syntaxe, les choix du rythme, les choix aussi des mots. Hein. Parfois, j'ai choisi des mots par des questions purement esthétiques, et après, ils donnent un sens complètement différent. Parfois, j'ai pensé, oui, des décisions n'étaient pas au départ. Décision est venue, le terme décision était dans l'écrit, prenait une forme dans l'écrit qui après m'a donné l'idée pour le titre.
Mais au départ, ce n'était pas du tout les centres de mon bouquin, qui étaient plutôt la finitude et l'infinitude. Ah oui. Au départ, c'était plutôt cette question-là, hein, avec évidemment une attirance pour l'infinitude. Je déteste un peu la manie de la finitude avec Heidegger et tout ça, ça me paraît complètement dépassé. Mais voilà, au départ, c'était ça, et après, c'est devenu, cette décision a eu plus d'importance par rapport vraiment aux mots situés dans la place, dans les différents espaces du livre. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est une véritable expérience que tu vis et dans laquelle il y a une architecture qui se... Oui. Il y a une architecture, c'est vraiment les bons mots. Qui se dégage, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment la manière dont tu travailles apparemment. Comme tu dis, c'est pas de l'association livre, c'est très structuré finalement. C'est aussi, tu fais appel beaucoup au savoir, tu as un côté, c'est pas peut-être partiellement universitaire aussi, où tu es très proche de la connaissance et du champ de savoir de la psychanalyse. Enfin, tu as une manière tout à fait personnelle d'avancer et singulière. J'aurais voulu maintenant que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu penses de cette question de l'adresse. Oui, voilà, excusez-moi, j'étais pas encore Non, répondu. c'est très bien. Bon, de toute façon, on navigue. Hein. Mais j'aimerais entendre ce que tu en penses. Alors, d'abord, parce que tu viens de me donner une idée par rapport à la question notamment du rapport entre danse et écriture, finalement, il y a les déplacements, les termes déplacement, et ce qui me convient de plus. Mais les déplacements ne se fait pas de la danse à l'écriture, mais des éléments latéraux de la danse qui viennent être prioritaires de l'écriture. Et tu viens de les dire avec l'architecture. Musique et architecture, qui sont des éléments latéraux dans la danse, mais qui font partie, moi j'ai beaucoup enseigné, j'étais chorégraphe aussi, donc j'ai beaucoup utilisé la question de l'espace, évidemment l'architecture, la danse c'est aussi l'architecture. On ne peut pas penser les corps qui... L'espace, voilà, c'est tout à fait central. Et donc, et la musique aussi, évidemment, il y a une musique du corps avant qu'il y ait un mouvement. Hein. Je pense que la musique est prioritaire au mouvement. Donc il y a ces deux éléments latéraux de la danse, voilà, qui ont fait la passation, pour répondre encore plus précisément à ta première question. La deuxième question, c'est une question capitale, que c'est l'adresse qui va avec après la transmission, hein, qui est très, très complexe dans la question de la psychanalyse. Comment on transmet la psychanalyse, c'est très... Voilà, je ne pense pas qu'on peut donner une réponse univoque. Ça peut transmettre par la parole, comme il a été le cas de Lacan, ça peut transmettre par l'écrit, comme a été le cas de Freud, et les psychanalystes des générations successives les font de deux façons. Ça peut être même par l'université, pourquoi pas, mais même si je crois que c'est vraiment pas par l'université qui se transmet, comme c'est le cas par exemple par la philosophie, c'est plus direct. Moi, la psychanalyse a un prosélytisme qui est plus complexe. Hein. Les écoles de psychanalyse, voilà, et aussi l'écriture. Donc la question de l'adresse est centrale. J'ai beaucoup de collègues qui écrivent beaucoup, mais pour qui la sortie dans le monde n'est pas centrale, alors que pour moi c'est central. Même s'il y a des choses, là j'ai plein de choses qui n'ont pas été publiées, mais il y a toujours l'idée qu'ils le seront un jour. Pour moi, écriture égale publication. Je sais qu'il y a aussi publication, comme disait Lacan. Lacan a fait sa voix à son moment et avec sa personnalité, peut-être avec son rapport avec l'écriture. La façon avec laquelle il a transmis, c'était principalement par les séminaires et par l'oral. C'était son choix et je pense que c'était la meilleure chose que lui il pouvait faire aussi pour bousculer ce qui se faisait jusqu'à ce moment-là. Mais personnellement, je ne me pose pas trop les problèmes. Ce que j'écris, c'est de la publication. Comme je disais, c'est une libre nécessité. C'est pas du tout, il n'y a pas forcément une finalité
au-delà du fait d'écrire. Et écrire, ça veut dire qu'il doit sortir. Voilà, sortir, on ne sait pas où, on ne sait jamais où il va. Mais voilà, je ne conçois pas du tout, mais c'est vraiment personnel. Hein. Après, je pense qu'on peut écrire aussi. Tu t'exposes. Voilà, pour moi c'est très important. Forcément, et peut-être, voilà, il y a une adresse, peut-être aussi, ça vient aussi du fait du théâtre, de la scène. Je veux dire, la danse, on ne peut pas la concevoir sans qu'il y ait un public. Donc peut-être ça me vient, c'est de la même chose, alors que l'écriture, la peinture pourrait exister sans un public. Alors que pour moi, c'est implicite. Voilà, peut-être un autre exemple d'une l'architecture de mon écriture passe à travers l'idée qu'il y a potentiellement quelqu'un qui va l'écrire. Qui va le lire. Qui va voilà. En plus, c'est intéressant parce que mon lapsus, quelqu'un qui va l'écrire, c'est aussi l'idée qui est devenue maman au fur et à mesure que j'avance avec l'âge, qui est la transmission. Voilà, parmi les gens qui me suivent, qui sont souvent aussi des collègues ou des collègues qui sont plus jeunes que moi, voilà, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à leur écriture. J'ai commencé depuis un certain temps à publier des articles à plusieurs en main. Donc c'est pour ça, hein, le lapsus, c'était aussi l'idée que ça passe aussi pour une écriture collective, ou que ça puisse donner après l'occasion d'écrire. Pour moi, c'est très important qu'il y ait une passation qui se transmet à travers l'écriture. Donc une écriture qui puisse être lue et qui puisse être écrite et réécrite, en ce sens-là. Je pense que c'est que je voudrais que mon écriture soit écrite à l'infini. C'est mon rêve, hein, qu'il y ait quelqu'un qui puisse réécrire infiniment. C'est ce qu'il a été fait, par exemple, avec Freud, avec Lacan, ou avec tous les grands, avec Deleuze, avec Foucault, avec Spinoza, avec tous les grands. Voilà, cette idée qu'on puisse être réécrit et pas seulement être lu. Ça, pour moi, c'est la différence. Hein, donc, à partir d'un lapsus, c'est une ouverture. Oui, mais tu connais la situation actuelle des publications. Depuis 20 ans, il y a énormément de livres. Et on le sait bien, ces livres sont assez peu lus. Et c'est quelque chose qui tient, qui est apparu, me semble-t-il, hein, depuis la mort de Lacan. Il y a quelque chose qui s'est libéré et les psychanalystes se sont mis à écrire au un par un en nombre. Alors, se pose quand même la question du public et des éditeurs. Les éditeurs, les grands éditeurs, malheureusement, il semblerait, hein, je fais que dire aussi ce qu'on m'a raconté, ce que on a observé au salon, les grands éditeurs n'acceptent presque plus la psychanalyse. Alors bien sûr, les psychanalystes ont trouvé d'autres formules pour se faire publier, ne serait-ce qu'en créant eux-mêmes parfois des maisons d'édition. Alors, moi, il m'a toujours semblé que, quoi qu'il en soit, même si la lecture de ces livres est très limitée, c'est très important que la psychanalyse, surtout dans une période de difficulté, disons, dépose tout ce savoir. C'est énorme. Mais se pose quand même la question du public. Alors, est-ce que ça tient aussi à la manière dont certains écrivent, qui fait qu'ils ne trouvent pas leur public, sauf le cercle très fermé de leurs écoles ou de leur cercle. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette multiplication et du peu de lecteurs? Alors, la multiplication qui est souvent critiquée par des collègues, surtout ceux qui n'écrivent pas, hein, qui disent voilà, il y a trop de livres. Personnellement, ce n'est pas un de mes soucis. Parce que je trouve qu'il y a aussi trop de livres de philosophie. Hein, moi que je m'intéresse à la philosophie contemporaine, il y a énormément de livres de philosophie. Beaucoup ne sont pas forcément novateurs, mais il y en a d'autres qui le sont. Certains sont des commentaires banals, d'autres sont des commentaires éclairés des grands auteurs du passé au contemporain. Donc je pense que c'est la même chose avec la littérature, c'est la même. Je pense que voilà,
ça va avec le fait qu'on a des possibilités de s'exposer, les gens ont envie de le faire, ben, qu'ils le fassent. Hein, ça ne vient rien enlever à la psychanalyse des qualités. Après, les livres, comme je disais tout à l'heure, on les fait sortir et après ils ont leur vie à eux. Donc il faut avoir confiance, en quelque sorte, qu'il y aura une sélection qui va se faire, justement, injustement, comme ça a été avec toutes les formes d'art ou toutes les formes des savoirs qui ont été transmis. Hein. Quand il y avait Hegel qui faisait ses cours, qui était bourré du monde, et à côté il y avait Schopenhauer avec 3 personnes qui les suivaient, bah, finalement Schopenhauer étant un grand quand même, il a eu son public et ses publications, etc. Donc je pense qu'encore une fois, il va falloir comment dire, avoir confiance dans l'écriture. Voilà. Et c'est la même chose par rapport aux maisons d'édition. Hein. Évidemment, il y a un côté narcissique qui fait que nous, en tant qu'auteurs, nous aimerons toujours être avec des grandes maisons d'édition, évidemment, mais parfois il faut accepter, il faut renoncer à ces plaisirs narcissiques pour dire c'est plus important que quelque chose de mon rythme de pensée passe, indépendamment de se dire je suis publié chez. Voilà. Ça, il faut faire parfois les deuils des grandes maisons d'édition. Et je pense qu'il y a quand même des petites maisons d'édition très sérieuses qui font beaucoup quand même pour la psychanalyse et qui ouvrent des champs et qui font très attention à une certaine esthétique aussi. Moi, je suis assez sensible au fait que les livres soient bien présentés, bien soignés. Parfois sont mieux présentés dans les petites maisons d'édition que dans des grands qui sont un peu, voilà, qui ont dit de toute façon oui on les publie, mais c'est pas là qui nous fait, c'est pas ces livres-là qui va nous intéresser. Donc être les derniers d'une grande maison d'édition, c'est pas forcément plus intéressant qu'être les premiers dans une petite bien soignée. Donc c'est comme les associations analytiques, c'est pas parce qu'on est dans une grande association que c'est mieux que dans une petite. Donc les petits grands, c'est pas pour moi mon souci, c'est qui compte qu'il y a des places pour écrire, des places pour être lu et des places pour être réécrit. Je pense qu'il y en a en ce moment en France et c'est très bien. Voilà. Il faut continuer comme ça. Oui. Hein. Donc finalement, heureusement, tu es quelqu'un d'assez optimiste et tu n'es pas dans cette ritournelle un peu de... Non, je lis de la psychanalyse contemporaine, comme on en parlait tout à l'heure de certains auteurs, des auteurs lacaniens. Mon orientation est principalement lacanienne, donc mes lectures vont souvent vers des auteurs qui reprennent la pensée de Lacan et la transforment, hein, et la poussent au bout. Hein. D'ailleurs, c'est une de mes questions, c'est comment ne pas être néo-lacanienne tout en étant orienté profondément par cet enseignement. Hein. C'est un de mes problèmes que je me pose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, dans les champs de la philosophie, que Deleuze est allé jusqu'au bout du structuralisme, sans être un néo-structuraliste. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc aller jusqu'au bout, tirer jusqu'au bout la pensée de Lacan, mais sans la reproposer. Après, Deleuze et Délusion, finalement. Hein. Mais il a pu aller jusqu'au bout du structuralisme, tout en étant finalement un structuraliste, mais je ne dirais jamais qu'il est un néo-structuraliste. Hein. Donc Foucault, je pense qu'il a fait un chemin un peu similaire, mais encore d'une autre façon. Deleuze, c'est un auteur que je connais mieux, donc je peux mieux développer là. Et donc pour moi, c'est vraiment un souci en ce moment. Comment ne pas être néo-lacanienne. Voilà, pour ne pas reproduire, voilà, que c'est pas forcément un répéter, on répète jamais, on croit répéter, mais on répète pas. Mais est-ce que je suis allée jusqu'au bout?
Ah oui. Hein? Est-ce que je suis, quand Lacan dans l'étourdi part du dire et l'associe au contingent et qui reprend la logique modale, eh bien moi je ne veux pas rester là. Je veux aller au-delà de la logique modale. Où je peux aller, et c'est là les points. Voilà, c'est là pour moi un petit exemple pour une problématique qui en ce moment me touche et m'intéresse, la question du dire. Hein, en sorte des passages de la langue au dire. Hein, comment on peut penser ce test capital de l'étourdi et se dire, voilà, hein, c'est lui vraiment, il est inscrit dans vraiment les catégories de la logique modale aristotelicienne, possible, impossible et contingent et nécessaire. Voilà. Ah, est-ce qu'il faut rester là? Non. Parce que lui, il va déjà plus loin en l'exposant. Donc, il faut aller encore plus loin par rapport à ça. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée dans laquelle je m'inscris. Oui, voilà. oui. C'est intéressant parce que quand tu dis aller plus loin, c'est aussi là que le psychanalyste va mettre sa mise à lui de la lecture qu'il fait pour ne pas être, comme tu dis, néo-lacanien. Oui, néo-freudien, c'est la même chose. On sait très bien que de toute façon, Lacan a bien repris les choses au moment où il trouvait qu'on faisait de l'exégèse et qu'on était en train de tuer la parole vive de Freud. Il faudrait que notre génération, et enfin ceux qui suivent aussi, qui ont suivi aussi l'enseignement de Lacan, ne tombent pas dans le même écueil. Et Lacan, je pense que lui aussi a fait ce que je te disais, tu vois, il a pu aller jusqu'au bout de Freud pour après s'ouvrir avec les derniers Lacan. Et une autre chose qu'on entend souvent, ou qu'on voit certains psychanalystes, comment dire, dans ces soucis de produire du nouveau, comme si c'était les nouveaux. Il arrive le nouveau. Ou cette peur, ou cette idée qu'il ne faut pas répéter, d'une façon vraiment considérer en plus la répétition de façon très simple, comme si ça suffisait de ne pas répéter pour inventer quelque chose. Alors voilà, donc on ne parle plus de Lacan, on ne les cite plus. Voilà, on parle plus de Freud, on les laisse toujours. Hein, Freud, je ne sais pas, il a une position assez spéciale. Mais Lacan, parfois, il faut tout d'un coup, pour ne pas répéter la ritournelle, comme elle est faite aussi, hein, je veux dire, mais ça fait partie depuis qu'on reprend des auteurs, on répète aussi, hein, on fait la ritournelle. Hein. Tous les lecteurs de Spinoza n'ont pas été aussi inventifs comme Macheret ou comme Deleuze. Hein. D'autres ont répété, donc pourquoi avec Lacan ça ne devrait pas être différent, que tout le monde devrait inventer. Donc je trouve très simpliste hein, de prendre les choses de cette façon-là ou de simplement se mettre contre. Alors que je trouve qu'on a des exemples, notamment encore une fois dans la philosophie moderne ou contemporaine, qu'on peut reprendre les choses. On ne peut pas forcément pour inventer, il ne faut pas se poser d'une façon autopositionnelle. Je ne sais pas s'il existe, c'est un néologisme. C'est-à-dire, on peut reprendre les autres et être très novateur. Hein. Il ne faut pas forcément dire j'arrive avec ma pensée et je m'extrais de tous les restes. Non, Foucault a repris Canguilhem, Deleuze. On n'est pas des autres. Voilà, hein, et surtout cette philosophie moderne et contemporaine que j'aime, hein, surtout moi je suis une passionnée de la philosophie française du XXe siècle, hein, qui ça va de Lévi-Strauss, du structuralisme jusqu'à vraiment Deleuze, je cite toujours Deleuze et Foucault parce qu'en ces moments sont mes passions avec Lacan. Et eux, ils ont fait ça, ils ont parlé souvent d'autres auteurs. Ils ont parlé des autres, mais tout en produisant quelque chose qui est absolument énorme d'un point de vue de la pensée. Deleuze ne se posait pas les problèmes d'être novateur quand il parlait de Bergson, au Spinoza, au Foucault. Il a toujours écrit sur les autres, tout en étant absolument original. Donc, moi, je n'ai pas peur à écrire de Lacan, vraiment, au contraire. Non, mais bien sûr, mais dans la psychanalyse, tu es ancré, ta pensée elle est aussi ancrée dans ta clinique. Et peut-être que ce qu'on appelle effectivement, il faut quand même être modeste,
il y en a quelques-uns qui nous ont apporté quelque chose qui nous nourrit encore et qui va nous nourrir longtemps. Mais il y a peut-être cette préoccupation de dire quelque chose, ou de faire entendre dans l'écriture et dans la pensée ce que la clinique nous apporte quand même parfois de singulier, d'encore pas nommé. C'est pour ça que dans la psychanalyse, la question est un peu plus complexe encore, ou en tout cas, elle est particulière. Tu apportes une note à ce que je viens de dire qui est pour moi fondamentale, qui est la particularité de notre écriture, par exemple, par rapport à l'écriture, soit à la littérature, soit à la philosophie, à l'anthropologie. Quoique l'anthropologie, peut-être, il y a les côtés terrain qui a aussi un côté pratique. Mais effectivement, chez nous, il y a du corps. Voilà, il y a des corps. Voilà. Il y a un corps qui est beaucoup plus massif, plus important que les corps qu'on peut trouver dans les lettres, hein, comme dirait Lacan. Les corps de la lettre, les corps du signe, lettre comme signe, n'est pas la même chose que les corps de nos rencontres, hein, qui sont des rencontres d'amour. Hein, cela a été dit par Freud, ce sont forcément des rencontres qui sont faites à partir de l'amour, et donc qui vient absolument modifier et qui s'introduisent dans notre travail d'écriture. Écrire, je crois, hein, parce que j'ai beaucoup utilisé, évidemment, d'abord j'ai beaucoup utilisé ma pratique d'analysante, et après j'ai beaucoup utilisé aussi ma pratique de clinicienne, différemment, soit clinicienne en institution et au cabinet, hein, qui sont encore d'autres façons de penser la singularité. Hein. C'est très différent, c'est pas simplement un problème de structure, hein, comme on dit souvent, oui, mais les psychotiques, on les voit en institution et pas du tout d'abord, mais c'est différent. Un névrosé vu en institution, ça n'a pas la même chose qu'un névrosé, et la même chose pour la psychose, pour n'importe quelle structure. Donc, mais comment elle vient, comment elle intervient, comment il intervient ces corps-là, hein, dans les corps de la lettre. D'abord, je me méfie des collègues qui pensent que la clinique soit écrire des cas cliniques. Hein. Personnellement, je le fais beaucoup quand il y a des cas qui m'inspirent, ou des cas qui m'intéressent, etc. Mais une écriture clinique, c'est aussi une écriture qui n'écrit pas des cas. L'écriture de Lacan est d'une clinique incroyable. Parfois plus que celle de Freud quand il est dans les spéculations de ces cas. Parfois je me perds dans les cas de Freud, alors que dans certaines expositions de Lacan, il n'y a pas du tout une référence à un cas clinique ou en pathologie ou en structure. On sent très fort l'expérience clinique. On sent très fort que là il y a une question clinique. Voilà. Notre question, c'est la question, moi, pour ce qui me concerne, souvent, c'est une question clinique. Hein? Là, tout à l'heure, je faisais l'exemple de la logique modale. Pour moi, c'est pas la philosophie qui m'intéresse. Comment on passe d'une logique modale à une autre logique, ou comment on dépasse la logique, c'est pas là la question. En quoi les contingents, n'étant plus inscrits dans les paradigmes de la logique modale, en quoi vient inscrire quelque chose dans la parole du sujet. En d'autres termes, comment les dire en analyse passe d'un dire qui est répétition du traumatisme à quelque chose qui est complètement nouveau. Voilà, c'est une question clinique. Comment les dire du sujet peut se débarrasser du trauma. Voilà, hein, s'il peut, il peut se débarrasser. Oui. Il ne peut pas, voilà, mais c'est une question clinique. C'est une question extrêmement clinique, hein? Tout à fait. Là, c'est un exemple, tout en utilisant la logique modale, la logique des quantificateurs, au Deleuze. Toutes les références que tu peux avoir, voilà, qui puissent sur des outils qui te servent à le penser.
Ah, ça, je réponds, je l'ai déjà dit, Mm. comme quand Deleuze avait été interrogé par les étudiants de la FEMIS qui disaient mais vous êtes devenu un critique d'art, lui disait non, 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 moi j'utilise les cinémas pour penser les concepts Oui. philosophiques. Et moi je dirais les concepts des psychanalyses, psychanalytiques, hein, je crois profondément à l'idée du concept psychanalytique, c'est vraiment la question de notre clinique. C'est vraiment notre clinique est celle-là, est celle du concept. Et voilà, avec n'importe quel outil. On peut lire une bande dessinée et en faire une théorie psychanalytique très importante. Il ne faut pas se limiter. Hein. On a un monde, donc utilisons-les. C'est sûr. Bon, chacun aussi a sa manière d'approcher le monde, et on entend bien comment toi, tu es effectivement bien ancré dans ce qu'on appelle la théorie et le concept. Alors, j'avais envie aussi de te demander un petit peu, il m'a semblé que la question du féminin est très présente dans ton travail, que c'est un fil aussi. Alors, comment tu dirais pourquoi cette question, enfin bon, excuse-moi de te la poser d'une façon aussi simple, mais qu'est-ce que tu dirais de cette nécessité pour toi de percer cette chose-là, creuser ça, et en même temps, peut-être que je te le pose en même temps, à ton avis actuellement, quelles sont les questions cruciales pour la psychanalyse? Qu'est-ce qui te paraît être les directions dans lesquelles les analystes doivent travailler, chercher à avancer? Alors, les féminins, évidemment, on pourrait les prendre d'une façon court-circuitée et ouvrir sur la question, voilà, répond Lacan, voilà, l'autre côté, voilà, la suppléance par rapport au masculin et tout ça, chose que je n'ai pas trop envie de faire. Simplement de dire qu'il n'y a pas longtemps, une patiente me parlait des films de Tarantino. Et elle me disait, je ne comprends pas, une femme très intelligente, elle me disait qu'elle avait vu il y avait eu un festival sur Tarantino, les choses magnifiques de la France, de Paris, ou même de la banlieue parisienne, où il y a une journée du matin au soir, la nuit, qui passe tous les films de Tarantino. Génial. Même si on n'y va pas, on profite, parce qu'on sait qu'il y a ça. Hein, dans le monde, il y a ça quelque part à côté de nous. Donc. Et donc, elle me disait qu'elle avait parlé avec son ami, avec d'autres gens qui disaient, mais il est misogyne. Hein, parce que dans les films de Tarantino, les femmes sont traitées comme des hommes. C'est-à-dire, on donne des coups de poing, on n'a aucune position. Voilà, c'est presque l'envers de ce qu'il dit Lacan. C'est vraiment l'envers de l'autre. Il n'y a pas d'autre. Eh bien, j'ai envie de le prendre de ces côtés-là. Presque un côté unisexe de l'écriture. Je voudrais être de ces côtés-là. Beaucoup de gens m'ont dit votre écriture est très féminine. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce que moi, je me vois vraiment unisexe. Hein. Ça a été, là aussi, peut-être ça vient aussi de mon expérience de la danse. Les claquettes est unisexe, le rythme est unisexe. Une certaine danse contemporaine l'est aussi. Je pense à Marie-Agnès Guillot, qui est ma danseuse préférée. Et il y a un côté unisexe. Peut-être c'est un peu idéaliste de penser qu'on est les deux, mais moi je dirais ni l'un ni l'autre, plutôt que dire les deux. Plutôt que de penser en complétude, je pense ni l'un ni l'autre. C'est encore un autre espace neutre. Voilà, c'est là où je pense que la féminité est intéressante aujourd'hui, la repenser. Ah pardon, je t'ai dit aussi en de mes recherches en ce moment, en des points, repenser la féminité, pas forcément comme autre, mais simplement comme ni l'un ni l'autre. Un certain artiste y réussissent, pour moi Marie-Agnès Guillot, qui est cette grande danseuse de l'opéra, mais qui fait de la danse contemporaine aussi, hein, elle peut faire n'importe quoi. Elle peut tout faire, hein, ça aussi, je suis très, très passionnée par les gens qui peuvent tout faire. Et elle peut tout faire, elle peut se soustraire.
d'être un homme, physiquement aussi. Elle a un corps absolument féminin, mais aussi masculin. Elle a les grandes épaules, elle est grande. Et elle, pour moi, représente un peu, ouais, même pas représente, quand elle danse, ces points-là où je voudrais faire la même chose quand j'écris. Je voudrais rejoindre les mêmes points qu'elle, hein, de ces côtés-là. Je voudrais... Il y a un danseur des claquettes qui est Savion Glover, qui passe souvent à Paris au théâtre de la ville, qui est l'inverse, qui est un homme, un danseur homme, qui a réinventé les claquettes dans les années 90-2000. Encore un danseur comme exemple, et pour moi, lui, il a la même chose au niveau à l'inverse, c'est-à-dire il est ni homme ni femme. Physiquement, comme il bouge les corps, la liberté qu'il a, voilà, il est dans ses côtés ni l'un ni l'autre. Et pour moi, ça, c'est une autre possibilité aujourd'hui de penser la féminité. Donc, une des questions cruciales pour la psychanalyse. L'autre question, comme tu l'auras compris, et comme il l'avait dit Bernard Touboul quand il avait présenté mon livre, il avait dit que mon livre qui était Sous les désirs, qui c'est un concept du premier Lacan, mais il était traité à partir du deuxième Lacan. Donc là aussi, je suis très intéressée par les derniers Lacan. C'est ce qui occupe la plupart de mes lectures. Un dernier Lacan qui est lu toujours avec tout ce qui s'est passé en même temps quand il a produit sa pensée. Donc la philosophie de Deleuze, la philosophie de Foucault, la philosophie des Marcheret, aussi la littérature de son temps. Voilà, les arts, voilà, en essayant de les reprendre vraiment dans un contexte plus général et les mettre en confrontation avec cette autre pensée, surtout, tu l'auras compris, avec Deleuze, pour moi, il y a une proximité énorme. Donc c'est très intéressant, pas forcément pour redonner une paternité au concept, mais au contraire, voir où les choses se recoupent et se distinguent. Hein. Et là, ça se fait événement. Et là qu'il y a un événement de quelque chose qui se passe. Et donc les derniers Lacan, mais encore une fois, pour essayer de penser une unité, et notamment, comme il a fait Lacan, relire les premiers Lacan avec les deuxièmes Lacan, et les concepts, et notamment, une des soucis, c'est notamment les passages, on a déjà passé du sens au non-sens, hein, discours des Roms étourdis, et là, pour moi, c'est notamment passage de la langue au dire, hein, que c'est quelque chose, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Colette Solaire qui l'a proposé, c'est ce qui pour moi il y a de plus important dans les livres sur Joyce, qui m'a beaucoup marqué, et donc voilà, quitter un peu la question de la jouissance de la lettre pour revenir sur les dires. Hein. Non pas ce qui s'est dit, pourquoi c'est dit, et qu'est-ce qu'il y a de singularité dans les dires. Donc rapport avec l'existence, rapport avec la contingent, autre point fondamental. Repenser les réels qui n'est plus repensé à partir du traumatisme, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, mais plutôt dans la relation entre nécessité et contingence. Voilà. Est-ce qu'il y a un réel? Est-ce qu'on peut penser les réels, et donc les réels de la cure, avec quelque chose qui n'était pas là? Voilà. Hein, ça, ce sont mes derniers écrits, sont plutôt dans ce sens-là. Autre question, la clinique de la psychose. Ça, c'est l'autre point fondamental. Bon, c'était ma thèse de doctorat, mais bon, là, j'ai de nouveau changé d'avis, donc il faut que je réponde les choses. Donc, la clinique de la psychose, d'une façon vraiment, il y a beaucoup d'écrits sur la psychose dans ces derniers temps, mais je pense, voilà, de la penser dans une radicalité au-delà, non seulement au-delà du père, en quelque sorte, du père symbolique. Donc, non, est-ce que c'est possible de la penser non seulement dans un passage de ce qui serait le nom du père au père du nom, hein, comme le propose encore une fois
Colette Soler dans son livre en ce qui concerne Joyce, hein, elle explique très bien ces passages-là. Mais est-ce qu'il peut y avoir nuage sans nomination? Voilà, c'est l'autre question. Voilà. Est-ce qu'on peut penser vraiment qu'il n'y ait pas besoin de nomination? C'est-à-dire une nomination qui circule dans les sociales, par exemple, un psychotique qui se nomme lui-même. Hein, c'est lui, voilà, je pense à certains cas, c'est lui qui a compris que c'est lui qui va diffuser les verbes après la fin de l'humanité. Hein, il y a des autres nominations comme ça qui ne sont pas des nominations au même titre que Joyce, parce que Joyce, il est reconnu. Alors que là, il n'y a pas du tout de reconnaissance. Est-ce qu'il peut y avoir nuage sans reconnaissance? Voilà, autre question. Est-ce qu'on peut penser en clinique sans contenance, sans père, sans symbolique qui viendrait s'inscrire? Est-ce qu'il y a un réel qui peut se remodifier à partir du contingent, notamment? Voilà. Cliniquement, c'est ma question. Oui, là tu pousses plus loin justement. Voilà, j'essaie de les penser au-delà de la nomination. Voilà, est-ce qu'il y a une autre possibilité sans rentrer dans la folie, dans les n'importe quoi? Évidemment, il faut les structurer. C'est pas encore structuré, donc c'est simplement les. C'est ton prochain livre. Il y en a deux. Et l'autre, c'est notamment, il y en a deux qui sont en chantier. Les premiers, c'est par rapport à l'art et la psychanalyse, voilà, finalement, Et donc, c'est comme un dépassement de la notion de sublimation. Voilà, j'essaie de penser de la sublimation aux symptômes, écrit normal. Donc, j'essaie d'expliquer ou d'interroger des pratiques artistiques ou des vies d'artistes en pensant comment ce n'est pas une question de sublimation, mais des symptômes. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas tellement la vie des artistes qui est le centre, ce n'est pas de la psychanalyse sur la vie d'artiste, mais c'est plutôt comment, à partir de l'art, on peut revivifier les concepts des symptômes. Encore une fois, voilà. Concept psychanalytique. Interrogation sur un concept classique de la psychanalyse. Hein. Je sors pas. Tu ne perds pas de vue je sors pas de. Non, c'est toujours de la psychanalyse, mais avec cette idée, cette fois-ci, à partir de la question de la sublimation. Comment les symptômes permettent de dépasser ces notions avec tous les points déboutés, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, comme l'existence c'est l'être. Est-ce qu'on a besoin de l'être avec l'existence? Oui, non, voilà. Et c'est la même chose. J'essaie de penser les dépassements de la notion de sublimation à partir de la notion du symptôme. Comment les symptômes, pas symptômes forcément après, peut-être, voilà, des petites... Mais restons classiques. Restons classiques. Et comment peut-être pour d'autres disciplines comme les historiens de l'art ou les philosophes de l'art peuvent, à partir d'une notion psychanalytique, les symptômes, réinterroger eux-mêmes. Intéressant, et je comprends pourquoi tu fais aussi partie de Pandora avec Céline Masson et d'autres collègues de l'université sur la question précisément de l'art et de la psychanalyse, bien sûr. Et Céline Masson a eu ce courage, vraiment, il n'y en avait pas beaucoup, des groupes qui interrogeaient aussi directement et exclusivement, sans complexe, la question de l'art et de la psychanalyse, avec une ouverture d'orientation que j'ai rarement vue, avec des discussions intéressantes, avec des contradictions, avec des faiblesses, mais c'est vraiment un groupe intéressant. Très bien. Bon, écoute, Sylvia, j'ai l'impression que ton univers est très étendu et que je ne sais pas comment tu arrives dans 24 heures à faire... Le temps est extensible, m'avait dit une fois mon analyste. Voilà. Écoute, la danse, ça doit aider à ça peut-être. Ta formation d'origine. Merci. Écoute, je te remercie et à très bientôt pour tes prochains livres. J'espère. Merci beaucoup.